Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Ce webinaire qui s'intègre dans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et on a le plaisir d'être sur un format assez original, puisque c'est du théâtre forum qu'on va vous proposer là. Et écoutez, je vous laisse de suite avec Muriel et Valérie qui vont vous expliquer comment ça va se passer. Bonjour à tous. Alors, nous sommes des personnages et comme vous pouvez le constater, nous aimons bien les poids puisqu'il y en a derrière nous, il y en a sur nos vêtements, il y en a même sur nos mugs parfois. Bref, on n'est pas en train de vous faire on n'est pas en train de vous faire un topo sur notre amour des poids. Tout ça pour vous dire que quand on revêt notre habit de travail, c'est-à-dire ces poids, nous devenons des personnages. À la base, je m'appelle Valérie Piola-Caselli et je suis accompagnée de Muriel Covin. Voilà. Quand nous revêtons nos poids, nous devenons Violette et Garance. Je sais pas, j'ai décidé de tester l'interaction jusqu'au bout. Alors, comme la scène nous manque, mesdames et messieurs, eh ben, on a envie d'être avec vous et donc on va se rapprocher de l'écran. Voilà. Donc, on va essayer de vivre ce moment, même si on ne vous voit pas. Eh bien, on va essayer de vivre ce moment intensément, alors qu'on n'aurait qu'une envie, c'est de vous avoir tous dans la même salle. Mais bon. Donc, nous sommes formatrices en communication et en management. Nous sommes intervenantes soit à l'université de Nice, Sophia Antipolis, en école de commerce. Nous sommes coachs, nous sommes psychologues de formation et depuis 8 ans, nous avons créé un concept qui s'appelle Violette et Garance. Violette et Garance, c'est du théâtre interactif et nos personnages sont à poids, disais-je. Pourquoi disais-je à poids ? Eh bien, parce qu'en fait, le théâtre forum, c'est un théâtre bien particulier, qui est en fait un théâtre qui vient du Brésil. Et ça a été inventé par Augusto Boal, théâtre brésilien. Et donc, au départ, Augusto Boal, qu'est-ce qu'il souhaitait faire? Il souhaitait que les personnes jouent en fait des scénettes de vie quotidienne qui ne se passaient pas bien, pour demander au public, les spectateurs, c'est lui qui a vraiment inventé le terme de spectateur, puissent intervenir dans la scénette pour remplacer un personnage en difficulté. Ce qu'on a fait avec Valérie, c'est qu'on s'est dit, on va écrire des scénettes sur des moments de vie en entreprise. Alors, ça touche le champ du management, le champ des ressources humaines, de la communication, quand il y a une relation de toute façon entre des personnes. Et on va faire vivre deux personnages qui vont incarner soit des stéréotypes, soit des personnages avec des caractères différents pour travailler justement sur la relation, sur la communication et que le public puisse venir remplacer à chaque fois une forme actrice. C'est pour ça qu'en fait, on est des personnages, mais dans la vie, on est coach, psychologue, formatrice et comédienne, donc forme actrice. Les poids, c'est en fait pour vous dire que contrairement à un jeu de rôle où on s'amuserait à se coincer réciproquement, vous en avez forcément fait lors de formation, dans les jeux de rôle, on s'amuse, on est là et on se coince. Nous ne sommes que des personnages, nous n'avons aucun ego. Ça veut dire que si vous arrivez à nous persuader, nous serons persuadés. Si vous nous énervez, nous allons nous énerver. Si vous nous faites rire, nous allons rire. Ce système de théâtre forum, on le fait un petit peu partout en France. On le fait dans les écoles et les lycées parce qu'on travaille sur le harcèlement, on le fait dans le domaine médical parce qu'on travaille sur le rééquilibrage de la relation patient-soignant. On le fait également sur les stéréotypes dans les entreprises. Alors, c'est le stéréotype lié par exemple aux femmes ou aux hommes, au sexisme, à l'inclusion. C'est le stéréotype lié aussi au handicap, aux personnes porteuses de handicap et tous les moments de vie où il y a un déséquilibre dans la communication. Et le but, c'est de montrer qu'en changeant sa posture, eh bien oui, on peut faire changer l'autre. Alors, ce n'est pas si facile que ça, mais j'espère, en tout cas de tout cœur, qu'à la fin de cet atelier, vous en serez persuadés. C'est Einstein qui disait qu'il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé. Je pense qu'il en va de même pour les stéréotypes. Mais d'ailleurs, c'est quoi un stéréotype ? Alors, les stéréotypes, justement, quelquefois, par rapport aux préjugés, qu'est-ce que c'est la différence? Le stéréotype, c'est en fait une idée, une croyance. Le préjugé, ça va être une attitude. Et par exemple, la discrimination, ça va être un comportement. Et
en fait, le stéréotype, c'est quoi? Ça nous permet, dans une pensée un peu plus rapide, de se dire, on va mettre les choses, on va ranger les idées dans des cases et on ne va pas avoir finalement une réflexion complexe, on va avoir une réflexion rapide. Et du coup, on est tous victimes de nos stéréotypes. On tombe dedans et c'est toujours important, nous, ce que l'on dit, de faire le pas de côté pour se dire, est-ce que là, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui est plus une idée, une croyance, plutôt que véritablement ce que je pense de la situation. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, puisque le théâtre forum est un formidable outil pour tordre le cou, nous on aime bien cette expression, aux stéréotypes. Et qu'à chaque fois qu'on en voit un, plaf, on se dit, il y en a un, paf, on fait autrement. Et on essaye justement de faire autrement et d'avoir une pensée, une réflexion un peu plus complexe. Il y a quelques années, on a travaillé avec Trisomie 21 et on est arrivé bourré de stéréotypes, très contente de faire du théâtre forum pour aider ces jeunes gens à se réinsérer, enfin s'insérer plutôt dans la vie et les aider à avoir une indépendance. Et on est arrivé, on a été voir les éducateurs en disant, bah, écoutez, vraiment, on est super contente de travailler avec des trisomiques parce qu'on sait qu'ils sont très gentils. Ils nous ont dit, d'abord, ils ne sont pas trisomiques, ils sont atteints de trisomie, ce qui veut dire qu'en dehors de ça, c'est des hommes, des femmes, des grands, des petits, etc. Et puis, ils ne sont pas très gentils. Hein. Il y en a qui sont insupportables, il y en a qui sont cons comme des balais, il y en a qui sont super, il y en a qui sont affectueux, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont gays. Bref, ce sont des êtres humains. Voilà, c'était nos stéréotypes en arrivant chez Trisomie 21 et puis on leur a tordu le cou. Et vous, alors, vos stéréotypes par rapport aux personnes porteuses de handicap, ce serait quoi? Et là, on vous invite à aller dans le chat parce que, comme on vous l'a expliqué, nous, on adore l'interaction et on adore pouvoir communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on ne se voit pas, mais on peut quand même vous lire. Donc, quels sont vos stéréotypes? C'est bien parce qu'en plus, on a des gens qui nous mettent dans les questions et les réponses des petits mots. Donc, on retrouve des gens qu'on aime bien et qui nous mettent des petits mots sympas. Nous aussi, on est ravis de tous vous retrouver, vous qui nous avez vus il y a quelques années. Alors, hop, dans le chat, on y va. Stéréotypes. Quels sont, d'après vous, les stéréotypes que vous avez pu rencontrer? Alors, soit ceux que vous avez eus vous-même, soit ceux que vous avez perçus lors de recrutement et contre lesquels vous voulez lutter. Et où? Surtout si vous êtes en posture de recruter des personnes en situation de handicap, puisque c'est la thématique de l'atelier. Et voilà, donc premier stéréotype. Un travailleur handicapé, ça va être compliqué. Merci Isabelle. Et oui. On a des stéréotypes sur la religion et la couleur de peau. Avec le célèbre « Je ne suis pas raciste, d'ailleurs j'ai un ami arabe ». Et ce n'est pas moi, ce sont les clients, hein, bien sûr. Oui. C'est pas moi parce que moi, franchement, je suis très, très ouvert, mais alors mes clients ne sont pas faciles. Ces clients pas faciles, il y en a beaucoup quand même. Les personnes en situation de handicap sont des personnes qui ne sont pas compétentes, on est bien d'accord, pas avec les faits, mais c'est un stéréotype, évidemment. Comment va réagir l'équipe? C'est vraiment une question qui revient souvent, avec en filigrane la propre peur de la personne qui se projette en parlant des autres, et en fait, il parle de lui. Les personnes handicapées sont plus fragiles au niveau de santé, donc elles vont s'arrêter plus souvent. C'est vrai. Coucou Sophie. Coucou Sophie. On retrouve. Il me faut des personnes opérationnelles de suite. Leur formation va être longue. Ah ben bien sûr, une personne en situation de handicap va avoir plus de mal à se former. Stéréotype. Alors, face à tous ces stéréotypes, il y a aussi des chiffres qui parlent. Par exemple, on a des chiffres qui prouvent qu'elles ne sont pas plus absentes que les autres. Il y a des chiffres qui prouvent que quand on parle du climat au sein des équipes, eh bien, quand il y a des personnes en situation de handicap,
Elle trouve que le climat est tout à fait bien. Donc, c'est des projections en anticipation qui sont faites, mais vous pouvez vous réfugier aussi derrière des études statistiques, puisque en général, ces gens-là, il leur faut des faits tangibles, et une étude statistique en est un. Et donc, dire à ces personnes, regardez, elles sont moins absentes que les autres, elles se forment tout aussi facilement, elles résistent au stress comme les autres, et globalement, dans les équipes, on est très content de les avoir. Donc, tout ça, ça peut être prouvé par des faits. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Donc, principe du théâtre forum, on va vous jouer une scénette. Première scénette qui montre une mauvaise pratique. Ensuite, on va vous inviter à prendre la place de la personne qui est en difficulté dans la scénette. Aujourd'hui, vous êtes en version webinaire, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas. Donc, il va falloir lever la main pour montrer que vous avez envie d'interagir et de faire la scénette avec nous. Alors, ce qu'on vous propose surtout, c'est d'être, justement pour que cet atelier soit rythmé, comme en plus on ne se voit pas, il nous manque quelque chose. Donc, pour pallier ce manque, justement, on va développer un autre talent. C'est le talent d'être très rapide pour justement lever la main et tout de suite donner la réplique à la formatrice qui va en fait partir. Pourquoi? Parce qu'au départ, on joue toutes les deux avec Valérie, mais ensuite, moi qui, dans la première scénette, vais jouer en fait la DRH, je vais ensuite vous laisser la place pour que vous veniez prendre la place de la personne qui recrute et que vous puissiez donc rencontrer Violette, donc le personnage, en situation de handicap qui est en entretien de recrutement. Donc, tout de suite, comme on ne se voit pas, on développe une capacité. Je compte sur vous, on compte sur vous avec Valérie pour lever la main. Et donc, on aura Anthony à la technique. On remercie la régie de pouvoir débloquer les petites mains là, hop, pour pouvoir tout de suite voilà, Muriel qui rêve de l'Olympia. Et à vous les studios, Anthony à la technique, on l'applaudit. Waouh. Ok. On applaudira la régie. On applaudira la régie qui est derrière nous dans le théâtre, bien sûr. Voilà. Donc premier temps, on vous fait la scénette. Dans cette scénette, vous avez une DRH maladroite qui reçoit une personne en situation de handicap. Et cette personne en situation de handicap, elle a comme spécificité peut-être d'être agressive par rapport à son handicap parce qu'elle en a vraiment assez qu'on la regarde autrement. Et il va falloir d'abord regarder cette scénette et ensuite remplacer Garance face à moi pour voir comment réagir face à cette personne. Action, on y va. Bonjour, alors je vous reçois donc pour le poste d'assistante de direction. Alors, ok, très bien, très bien. Je vois dans votre CV, oui, que vous avez déjà de l'expérience dans le domaine. Oui, c'est ça. J'ai fait pas mal d'intérim dans des PME, mais aussi dans des grosses boîtes, en fait. Ça s'est bien passé? Oui. Pourquoi ça se serait mal passé? Je ne sais pas, mais c'est une question, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est une question, c'est tout. C'est ma main qui vous gêne? Pas du tout. Non, je vous ai rien dit. Non. Vous savez, je suis comme ça depuis ma naissance, alors j'ai l'habitude. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Moi, je vois les regards, je vois les changements d'attitude quand les gens comprennent. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que je suis dupe? Ah non, mais je ne vous ai rien dit du tout. C'est juste que c'est très étonnant que vous soyez finalement assistante de direction, quoi. Enfin... Mais je sais, de toute façon, vous mettez en doute mes capacités. Je tape presque aussi vite que les autres, vous savez. Ah ben alors ça, par contre, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien parce que notre directeur parle comme une mitraillette, vous voyez, donc il ne s'en rend pas toujours compte. On ne fait pas souvent attention aux autres, c'est ça? C'est la société qui est comme ça. C'est un peu marche ou crève. Alors, en public, vous êtes à l'aise?
Pourquoi je ne serais pas à l'aise en public? Je ne sais pas, parce que je sais pas, parce qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise en public, hein, en fait. Hein. Ouais, surtout quand tout le monde observe votre main tordue en faisant des hypothèses sur les causes de votre handicap, c'est ça? Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas l'impression que les gens soient comme ça. Hein. Enfin, je trouve quand même que vous avez une vision un petit peu curieuse des choses. C'est ça, c'est curieux le mot, curieux. Je suis un phénomène qui suscite la curiosité. Vous savez, par rapport à votre handicap, ok, mais moi, ce qui me gêne le plus là, c'est votre relationnel. Fin de la scénette. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette scénette? De quoi nous parle-t-elle, Muriel? Alors, dans cette scénette, ce que l'on voit, c'est vraiment, véritablement un changement d'attitude et ce qu'on peut appeler en recrutement un effet de halo. Alors, c'est quoi l'effet de halo? C'est que finalement, vous allez vous retrouver dans tout l'entretien comme si, au niveau des compétences, vous aviez complètement oublié que vous recrutiez une personne pour un poste, vous découvrez un handicap, parce que c'est ce qu'on a voulu donc, jouer dans cette scénette, et du coup, vous avez votre candidat, il n'est plus qu'en fait, il est une personne en situation de handicap et il n'est plus un candidat qui vient se présenter pour le poste. Donc, il y a un effet de halo. Vous êtes entouré de ça et vous n'arrivez pas finalement à recruter correctement par rapport aux compétences. L'effet de halo, il existe dans toutes sortes de choses. Par exemple, vous avez 2 enfants et vous en avez un qui est excellent à l'école ou au contraire, vous en avez un qui est un cancre, eh bien, le suivant, il y aura un effet de halo de la part des professeurs qui le verront tel qu'était le premier. C'est vraiment un phénomène global. Et là, cet effet de halo, il joue sur l'image que peut susciter le handicap. Et je dirais même que l'effet de halo, il est réciproque. Parce qu'il m'est arrivé dans mes cours d'avoir justement un élève qui avait une main qui était tordue. Et à un moment donné, il est parti dans une espèce de rage en nous parlant de recrutement, justement, en nous disant « je ne supporte pas », et c'est ce qui nous a inspiré cette scénette, « je ne supporte pas ce regard qu'on a sur moi, etc. » Et c'était tellement fort que ses amis lui ont dit « mais es-tu toujours sûr que les gens ont ce regard sur toi? C'est même pas certain, peut-être que toi aussi tu as un effet de halo et tu imagines que les gens ont ce regard alors qu'ils ne l'ont pas. » Donc il est réciproque. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Dès que vous êtes en situation de recrutement, de bien voir est-ce que je suis complètement dans mon recrutement par rapport aux compétences ou est-ce que je ne suis pas victime en fait d'un effet de halo. La DRH, elle se dit petit à petit, elle est gênée, vous avez vu, elle se dit petit à petit que la personne va être en difficulté parce qu'assistante de direction, elle lui dit comment vous pouvez être assistante de direction. Donc finalement, elle lui livre sa représentation du métier d'assistante de direction qui est en lien avec les autres, qui est une image de l'entreprise. Donc elle se dit, cette personne en situation de handicap avec cette main va être en difficulté. Ensuite, qu'est-ce qu'elle se dit? Que peut-être elle sous-entend qu'elle ne va pas s'intégrer dans les équipes. Elle sous-entend qu'elle ne va peut-être pas résister à la pression du poste, parce que si le poste est un poste où on lui demande beaucoup de choses, peut-être que justement ce handicap qui la fragilise dans la tête de la DRH va aussi engendrer si vous voulez, moins de gestion de la pression d'un poste. D'accord, une mauvaise gestion du stress. Alors, elle est très maladroite parce qu'elle dit que c'est étonnant et en fait, elle a peur. Hein, donc, vraiment, tout cet entretien, on le voit de plus en plus dans la scénette. Cette DRH, finalement, elle se dit, mon Dieu, mais non, je ne peux pas la recruter, ça va être mauvais pour elle. Et au départ, elle se dit, c'est aussi ce métier-là qui n'est pas adapté. Hein, donc, c'est la peur qui régit aussi cette DRH. La maladresse d'employer le mot curieux, et vous avez vu que Violette, elle va rebondir sur curieux, et vraiment, ça c'est un terme qui est maladroit,
alors qu'elle ne dit pas que son handicap est curieux. Elle dit que ce qu'elle pense, c'est curieux. Et que ce qu'elle pense des autres, c'est curieux. Donc, en fait… Mohamed nous dit que cette DRH est dans le jugement complètement. Tout à fait, elle est dans le jugement de valeur. Tout à fait. Et en plus, elle est sur la défensive et elle se dit, mais de toute façon, c'est pas un métier pour elle. Donc voilà, elle est dans le jugement de valeur totalement. Donc l'idée, c'est que se passerait-il si vraiment cette DRH était juste sur le champ de la compétence? C'est là-dessus qu'on va vous demander d'intervenir et de faire beaucoup mieux et de ne pas tomber dans le stéréotype. C'est là où il faut lever la main pour savoir qui veut interagir avec moi. Et je passe la parole à Nathalie Gaillon. Et bonjour Nathalie Gaillon qu'on ne voit pas. Ah, ça y est, attendez. Allô, allô. On vous entend, Nathalie. Oui, mais pourtant j'ai branché la caméra, je ne comprends pas pourquoi. Non, mais on ne va pas vous voir. Ah, d'accord. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, on va refaire la scénette. On est toujours dans un recrutement. Vous êtes toujours DRH. Je suis toujours une personne porteuse de handicap. J'ai toujours une main tordue qui va apparaître à un moment donné, que vous allez découvrir et qui n'était pas… le fait que je sois porteuse de handicap n'était pas spécifié dans mon CV. Donc, vous découvrez ça au cours de l'entretien. J'ai toujours un petit versant agressif parce que saturé par tous les entretiens qui se sont mal passés. À vous de trouver le moyen de m'apaiser et de me recruter en fonction de mes compétences. On va essayer. On va essayer. Quel type de poste voulez-vous qu'on joue le même ou je sais pas, on peut jouer le même, Ok. Eh bien, je vous laisse m'accueillir. Bonjour, madame, je ne me rappelle plus votre prénom d'actrice. Violette. Pardon, Violette. Violette. Bonjour Violette, je me présente, je suis la DRH de l'entreprise. Oui. Nous avons un entretien aujourd'hui parce que vous avez postulé sur notre poste d'assistante de direction. Oui, donc je voulais voir avec vous si vous pouviez me parler un peu plus de vos compétences, me détailler un peu plus sur votre CV. Oui. Je vois que vous avez eu diverses expériences sur divers postes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, absolument. Eh bien, écoutez, j'ai intégré d'abord en intérim et puis ensuite, comme ça s'est plutôt bien passé, j'ai intégré récemment une banque pour un CDD, bon, qui n'a pas pu être renouvelé parce qu'il n'y avait pas assez de travail, hein, mais ça s'était plutôt bien passé. Avant, j'avais été dans une PME, hein, et dans cette PME, c'était une ambiance plutôt familiale et ma foi, ça s'était également bien passé. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de me stabiliser et j'ai envie de trouver un poste qui me convienne en fait à plus long terme. Est-ce que vous pouvez me décrire par exemple une des tâches principales que vous avez effectuées au sein de votre dernière expérience? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Oui, j'étais dans un secrétariat, dans un service, et donc j'étais en charge d'assister en fait le chef de service autant que je pouvais le faire. Hein, je me débrouillais plutôt pas trop mal. Je prenais des notes, enfin voilà, comme je pouvais. Et puis j'avais à cœur d'être toujours présente, de bien m'occuper de lui, et puis voilà. D'accord. Et dans les tâches qui vous confiaient, je vois bien que vous êtes porteuse d'un handicap, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je voulais juste savoir dans les tâches qu'il vous confiait, est-ce qu'il tenait vraiment compte de vos capacités? Est-ce qu'il a essayé de pas vous mettre en difficulté? Est-ce que les choses se mettaient en place de façon à vous permettre de pouvoir faire votre travail sereinement et de pouvoir mettre en place toutes les compétences que vous pouviez avoir? Ça y est, on y est. Vous parlez de mes capacités. Vous avez l'impression que parce que j'ai une main tordue, je n'ai pas de capacité, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Au contraire, je suis en train de dire… Plus de capacité que les autres, hein, par contre. Au contraire, je ne le comprends pas. Hein. Bien sûr que j'ai une main tordue et alors, oui, j'ai des capacités. C'est pas ça. Vous étiez en train de m'expliquer que vous effectuiez certaines tâches, comme prendre des notes, selon vos capacités. Donc, la question
était juste de vous demander, est-ce qu'on mettait en place des choses pour vous faciliter la tâche? Bah oui, après quand je tapais, j'avais la possibilité de dicter, donc il y avait une écriture automatique qui se faisait. Et puis voilà, quand c'était trop pressé, bah, ils pouvaient me faire quelque chose au dictaphone et puis je me débrouillais après. Mais je tape vite, hein, de toute façon, j'ai l'habitude, ça fait tellement d'années que je suis comme ça. Faut pas croire, hein, mais je sais Non, non, faire, hein. je remets pas en cause vos compétences. Je suis juste en train de vous dire que dans les entreprises, on a la possibilité de mettre en place et de pouvoir améliorer un poste de travail quand cela est nécessaire et de pouvoir permettre à la personne de pouvoir travailler sereinement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que si vous intégrez notre entreprise et si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, on pourrait mettre en place des choses pour vous permettre euh, de travailler tout en étant à l'aise et etc. Votre handicap pour nous Après, n'est pas une gêne. Si vous nous dites que il vous faut un logiciel pour faire de la dictée, que vous préférez avoir un logiciel pour vous permettre plus facilement de pouvoir taper, ce n'est pas un souci. C'est tout à fait réalisable aujourd'hui dans les entreprises actuellement. d'accord, mais merci. Vous savez, je suis comme ça depuis que je suis née, donc moi, de toute façon, je savais que c'était marche ou crève et qu'il faudrait que je m'adapte. Alors, je fais tout pour que mon handicap, bah, bien sûr qu'il se voit, bien sûr que les gens ils me regardent et ils voient, mais moi, je fais tout pour que, bah, pour rien demander et faire comme les autres, quoi. C'est comme ça que j'ai été élevée. Pourquoi vous êtes en colère pourquoi je vous sens en colère? Je suis pas en colère, mais c'est pas facile. On arrive et puis même si vous avez l'air bienveillante, euh, il faut toujours parler de ça. Il faut parler toujours de ce handicap, alors que moi, j'ai juste comme ambition de faire comme les autres. Oui, je vous comprends. Applaudissements, je suis obligée de couper la scénette. Applaudissements réels et non virtuels. Bravo Nathalie. Alors en théâtre forum, on a l'habitude de demander à la personne qui est venue rencontrer Violette dans cette situation pour amener une autre alternative à l'histoire, ce qu'elle a ressenti. Qu'avez-vous ressenti, Nathalie? C'est difficile comme ça à distance, effectivement. Ce que j'ai ressenti, non, plutôt à l'aise, mais maintenant, oui, je voulais à tout prix la rassurer, mais je ne voulais pas faire abstraction quand même du handicap. Le handicap, il est là, et je pense il faut l'intégrer, il faut le faire avec. On peut pas faire comme s'il n'était pas là. Il faut faire avec, mais tout en essayant de faire au mieux, j'oserais dire. Après, c'était pas facile là de trouver les justes mots ou les choses comme ça, mais et en même temps, bon, c'est vrai que je sentais cette colère monter en elle et je voulais essayer d'apaiser cette colère, qu'elle ne reste pas elle non plus sur le fait que je puisse être sur un jugement par rapport à ça, parce que c'était pas le cas. Voilà. Est-ce que vous êtes DRH? Est-ce que vous recrutez? Ah non, je suis référente au pli. Je fais de D'accord. l'accompagnement, voilà. Mais est-ce que dans votre expérience professionnelle, vous avez été en situation de recruter une personne en situation de handicap? Non, je suis moi-même, alors je peux le dire parce que j'ai rien à cacher, je suis moi-même porteuse d'un handicap. Par contre, donc j'ai vécu des entretiens Oui. dans un autre sens et comme je disais tout à l'heure, avec un handicap qui ne se voit pas. Et des fois, la difficulté, c'est que quand il ne se voit pas, c'est encore plus difficile pour la personne qui vous recrute ou après pour des collègues de comprendre les difficultés que vous pouvez avoir parce que ça ne se voit pas. Donc, quand ça se voit pas, c'est encore plus difficile. Ça se voit pas, donc pourquoi elle nous dit que ça ou ça, c'est plus difficile pour elle on voit rien, elle est comme les Rien. autres. Tout à fait. Alors, Valérie, dans le rôle de Violette, qu'est-ce que tu as ressenti en étant recrutée par Nathalie sur ce poste? Alors, je suis quelqu'un qui est dans la souffrance. J'ai ce handicap depuis la naissance et j'ai vécu des choses difficiles et je suis dans la souffrance et donc je suis sur un mode réactif. La différence entre Nathalie et Garance, c'est que Garance était dans le jugement alors que Nathalie ne l'était pas.
Donc, j'ai fait exprès de conserver un personnage qui est quand même dans l'agressivité et dans la souffrance, parce que d'ailleurs, l'agressivité est révélateur de la souffrance. Et donc, je ne pouvais pas le gommer. Par contre, mon agressivité, elle était plus envers moi et envers la société qu'envers Nathalie. C'est ce qui a changé. Je ne sais pas si vous l'avez senti de l'extérieur, mais en tout cas, moi, je la trouvais très bienveillante, Nathalie. Et j'aimais bien sa manière de faire parce qu'il y avait à la fois… je vois le handicap, mais d'abord, je n'en parle pas tout de suite. Je le vois, je le perçois. Pour autant, je vous explique que oui, notre entreprise est à même de vous accompagner et elle a dit si vous le voulez. Et j'ai aimé ce si vous le voulez. Donc ça, c'était vraiment bien. Et après, j'ai beaucoup aimé aussi qu'elle m'ait dit pourquoi êtes-vous en colère? Et j'ai beaucoup aimé qu'elle nomme mon émotion. L'émotion colère, elle existe chez les individus, chez tout le monde, elle existe. Les débordements colériques, c'est autre chose. Mais la colère, c'est une émotion qu'on a quand on veut changer les choses. C'est une émotion qui nous sert à descendre dans la rue et dire « stop, maintenant j'en veux plus de ça, on passe à autre chose ». C'est une émotion qui vous sert à vous lever, aller voir votre collègue de travail et à dire « plus jamais ça ». Voilà, il faut être suffisamment en colère pour ça. Dans mon cas, la colère, elle ne sert à rien. Parce que de toute façon, tout à l'heure, elle était orientée sur Garance, mais là, envers Nathalie, elle n'a pas de raison d'être, parce que je ne peux pas être en colère vu sa posture était parfaite. Donc, ma colère, elle existe au fond de moi parce que j'ai des choses à travailler et parce que je ne suis pas passée par le deuil d'une personne qui n'aurait pas ce handicap. Et donc, je n'ai pas encore l'acceptation, mais c'est un travail de moi à moi. Et cette colère-là que j'ai manifestée par mon agressivité, je ne sais pas si vous m'avez senti moins agressive qu'avec Garance, j'espère que oui, Ouais. mais en tout cas, mon personnage, il n'était pas contre vous, il était révolté contre la vie, contre lui, contre n'importe quoi, et il avait quelque chose à travailler sur l'acceptation. Et face à ça, j'avais quelqu'un d'ouvert, de compréhensif, et qui me donnait le choix d'un aménagement, le choix de parler plus ou moins de mon handicap comme j'en avais envie. Et finalement, quand elle a nommé la colère, ça m'a fait retomber la pression. J'avais presque envie de rigoler. Non, pardon. Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport au débrief, en étant en extérieur, et après on donnera la parole aussi au public. Moi, alors, ce que j'ai senti, alors contrairement à Garance qui avait peur, Nathalie, on ne sent aucune peur en voyant le handicap de Violette, puisque je vous rappelle le contexte, vous ne savez pas, puisque Violette a postulé et elle n'a pas dit qu'elle était en situation de handicap, donc vous le découvrez. Donc, vous avez au départ posé plein de questions sur les compétences, vous lui avez demandé de s'exprimer, etc., ce qui est très bien pour que la personne puisse s'installer dans l'entretien et pour en savoir plus sur la personne. Et à un moment donné, vous avez dit « Je vois bien que vous êtes porteuse d'un handicap ». Voilà. Alors, c'est là-dessus que je voudrais revenir parce qu'il y a peut-être une manière plus à droite de dire « je vois bien que vous êtes porteuse de handicap ». Peut-être que ce qui est intéressant, c'est vous continuez, imaginons, vous vous rendez compte de cette main, et puis vous vous dites dans votre tête, bon, alors c'est un poste d'assistante de direction, comment elle fait pour taper, parce que, bon, il y a quand même beaucoup de travaux sur informatique. Bon, alors, la petite peur qui arrive. Donc, vous pouvez tout à fait continuer sur le champ des expériences. C'est très bien de demander du concret, du factuel, pour justement être rassuré et ne pas tomber dans votre stéréotype. Elle ne saura pas faire parce qu'elle est en situation de handicap. Et là, au bout d'un moment, au lieu de dire « je vois bien que vous êtes porteuse de handicap », de dire, une fois que vous avez vraiment, vous voyez, presque à la fin de l'entretien, de dire « alors, je me rends compte là, en vous voyant, que vous avez un souci à la main. Qu'est-ce que vous avez à la main? Alors, j'ai la main tordue, etc. Donc, je vois que vous avez un handicap. Donc, vous le dites, mais une fois que vous avez fait tout l'entretien sur les compétences, donc, comment ça se passe par rapport à ça? Comment ça se passait avant, etc. Parce que là, du coup, vous avez anticipé un problème. C'est-à-dire, vous lui avez dit, sachez que nous pouvons mettre en place des choses.
elle a envie qu'on la considère comme une assistante de direction qui n'a pas de problème à la main. En plus, elle n'arrête pas de vous dire, vous savez, je l'ai depuis tellement longtemps, quelque part, elle a, comme toutes les personnes qui ont un handicap, elle a travaillé sur des stratégies, pour tout à fait pallier ce frein. Et du coup, si vous anticipez là, et vous l'avez vu, elle est montée en émotion colère en disant « Ah ben voilà, maintenant vous me parlez de ma main ». Et quelque part, l'entretien doit être plus long sur les compétences et beaucoup plus court sur l'histoire du handicap. Un peu comme si quelqu'un n'a pas le permis et pendant tout l'entretien, vous le trouvez super et pendant tout l'entretien, vous lui dites « Ah mais vous n'avez pas le permis, ah ça m'embête, vous n'avez pas le permis ». Comment vous allez faire? Vous n'avez pas le permis. Bon, alors je ne sais pas comment. Alors, vous vous êtes renseigné sur. Vous voyez ce genre d'entretien? D'abord les compétences et après, comme si vous montriez à la personne, finalement après, c'est de notre ressort de voir. Mais peut-être qu'elle aura besoin de rien. Peut-être qu'elle n'aura besoin de rien. Je me rappelle d'une DRH qui avait recruté une personne justement avec une main tordue. Et cette personne, elle devait travailler en magasin de négoce de matériaux. Et elle avait caché, contrairement à Violette, elle avait caché dans l'entretien sa main, en laissant sa main sous le bureau. Et elle a commencé à travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, période d'essai, etc. Et en fait, la DRH, un jour, s'est aperçue et elle lui a dit « Oh, mais je suis désolée, je suis vraiment désolée. Oh, je ne savais pas pour votre main, mais je ne l'ai pas vue. » Et la personne lui a dit justement, vous n'avez pas à être désolé. Moi, ça fait partie de moi. Si je me présente à ce poste, c'est que je sais que je peux l'occuper. Sinon, je serais venue vous voir en vous disant, est-ce qu'il peut y avoir des possibilités pour moi d'aménagement? Vous voyez, c'est ça. Ne pas anticiper, je pense que ça, c'est hyper important. Voir la personne comme un candidat. Et après, vous avez tout à fait raison, Nathalie, ne pas éluder le fait que vous ne voyez pas la main. Ça, c'est ridicule. Mais plutôt dire, voilà, alors, écoutez, en termes de compétences, super. Voilà, donc je m'aperçois dans l'entretien, vous voyez, donc on affirme, on ne cache pas, on n'est pas dans le non-dit, que vous avez une main qui est tordue, etc. Donc, pour le traitement de texte, ça pose problème pour votre métier. Et peut-être que Violette va vous dire, non, non, c'est bon. Vous voyez, et donc, du coup, c'est encore meilleur. Alors, là, on a des questions. Oui, ce que je voulais rajouter sur Nathalie, c'est que c'est difficile de rester en colère face à quelqu'un qui est affirmé, confiant et qui a un paraverbal, c'est-à-dire un rythme de voix qui est doux. Ma colère, elle descend parce qu'il y a automatiquement une synchronisation entre nous deux. Et donc, alors je ne vous vois pas, mais si je vous voyais, je pense que vous l'incarnez également. Mais en tout cas, rien que dans le paraverbal et dans la voix, elle m'apaisait, Nathalie, par rapport à toi. Et je vois des choses là dans les questions-réponses. J'ai Mohamed qui nous dit il serait judicieux d'apaiser la personne en situation de handicap en expliquant bien que l'entreprise est prête à accueillir toutes les différences. Si la personne en situation de handicap est arrivée à cet entretien, c'est qu'elle a des compétences et une expérience professionnelle reconnue. Avant d'être une personne en situation de handicap, c'est une personne avant tout avec des capacités. Oui, mais on le retrouve aussi quand on travaille avec des médecins. On leur dit, vous ne travaillez pas avec des maladies, vous ne travaillez même pas avec des malades, vous travaillez avec des personnes atteintes d'une maladie. Et à côté de ça, ils sont plombiers ou je ne sais quoi. Ok, est-ce qu'il faut forcément parler du handicap puisqu'il se voit et qu'elle n'en a pas parlé elle-même? Alors, c'est vrai qu'il est important d'en parler parce que justement, ça évite le non-dit. C'est-à-dire que si Violette ne cache pas sa main, elle pouvait la cacher sous le bureau. Je pense que par rapport aux questions, bien, ça se passerait comme l'histoire que je vous ai racontée sur cette jeune femme qui s'était fait recruter dans le négoce. Dès lors que Violette montre cette main, c'est que peut-être elle souhaite que l'entreprise en fait se rende compte. Peut-être qu'elle souhaite que l'entreprise se rende compte, ou peut-être qu'elle n'y pense même pas, vous voyez, parce que eh bien, ça fait partie d'elle-même.
Et donc, elle n'y pense pas. Et c'est votre représentation et votre peur. Et quand vous dites, oh là, on voit sa main, mais quelque part, moi j'ai des DRH qui me disaient, mais pourquoi certaines personnes en situation de handicap ne le cachent pas, je ne l'aurais pas vu. Mais non, ça fait partie d'eux. Donc, soit c'est une façon de dire, vous me prenez tel que je suis, soit ils ne s'en rendent pas compte du tout, soit ils n'osent pas en parler et ils montent comme ça, ils se disent, la personne va m'en parler. Il peut y avoir plein de choses. Mohamed nous dit la main handicapée ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, c'est peut-être une maladie dégénérative, etc. J'ai peut-être quelque chose et ça peut être intéressant. Dans mon personnage, pour répondre à ta question, je me suis dit que je l'avais montré, mais sans vouloir la montrer. Et par contre, j'avais perçu que tu l'avais vue et que ça m'avait rendue agressive, mais que je ne l'avais pas montré sciemment. Mais par contre, en percevant que tu l'avais vue, ça m'a heurté. Est-ce qu'une deuxième personne veut interagir avec cette Violette à fleur de peau? Je ne sais pas, peut-être que Sophie Vettel a envie de venir, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Tu dis ça comme ça, tu lances un nom comme ça. Ouais. Je Sophie, ça serait chouette, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Sophie, ça fait longtemps. Ouais. Ah, ça fait longtemps. Sophie, je te donne la parole. Ah, donc on applaudit Sophie. Ah, vous êtes dures avec moi, les filles. Vous savez que c'est pas. Moi, je suis pas une spécialiste du recrutement. Hein. C'est pas grave. Tu as dit que tu avais plaisir à nous retrouver. Bah, alors, on se retrouve. Oui. Attention, je précise quelque chose d'important pour tous nos convives ici présents. C'est que cet atelier n'est pas pour des spécialistes du recrutement. Sentez-vous légitime, pas de syndrome de l'imposteur. Tout le monde, à un moment donné, peut être en situation de recruter une personne porteuse de handicap, d'accord? Que vous soyez manager, vous soyez collègue dans un service et votre manager vous dit « Tiens, j'aimerais que tu rencontres cette personne qui va travailler avec toi. » Eh bien, voilà. Donc, ce n'est pas uniquement un atelier pour les DRH. Hein. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, Sophie, sens-toi à l'aise. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous savez que moi, je suis plutôt conseilleuse. Écoute, je pense que c'est intéressant de se retrouver dans cette situation et de peut-être d'optimiser des choses et puis de permettre le débat avec la salle. Donc, attention, je m'éclipse. Tu peux juste te présenter, Sophie, pour expliquer ce que tu fais. Oui. Alors, donc, je m'appelle Sophie Vettel. Je suis collaboratrice d'HandiJob 06 depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà, et j'accompagne les entreprises dans la gestion de leurs obligations dans toutes ces dimensions depuis une trentaine d'années. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, pourquoi j'ai été te chercher, c'est parce que toi, ton boulot consiste à expliquer à des entreprises et à des DRH qu'il faut lutter contre ces stéréotypes. Et là, tu te retrouves dans la posture de celui qui recrute. Donc, je trouve que c'est intéressant, cette position miroir. Ok. Voilà. Ok, allez. On part sur quel type de job? Le même ou tu veux un autre? Oui, si tu veux, oui, ça n'a pas de souci. Ok, eh bien, allons-y. Bien. Eh bien, écoutez, Violette, je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de cet entretien. Effectivement, vous savez qu'on est aujourd'hui à la recherche de compétences puisque nous avons besoin d'une assistante de direction. Nous avons repéré votre curriculum vitae et du coup, eh bien, en tant que responsable RH, eh bien, je souhaiterais que vous puissiez un petit peu m'en dire plus sur ce que vous avez fait jusqu'à présent, vos compétences. Je vous écoute. Eh ben, jusqu'à présent, j'ai fait des tas de choses parce que moi, j'ai la cinquantaine, donc j'ai fait un bac secrétariat, un bac pro. Et puis après, bon, c'est pas forcément ce que j'aurais aimé faire au départ, mais bon, après, j'ai fait beaucoup d'intérim quand même, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un CDI. Des expériences multiples dans des entreprises qui vont de la PME au grand groupe. Oui. Donc, Voilà, une expérience vaste. Oui.
Oui, quand même, pluridisciplinaire, parce que je Oui. travaille dans l'industrie, dans la banque, pour un labo pharmaceutique aussi. Ok. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Bien, en fait, peut-être vous pouvez me détailler un petit peu plus quelles étaient vos missions et puis peut-être me dire là où vous vous êtes senti le plus à l'aise, qui vous plaisait le plus. Voilà, allez-y, je vous écoute. Mes missions, c'est classiquement secrétariat, assistanat, voilà, être avec les équipes, répondre à leurs demandes, téléphoner, prendre des rendez-vous, faire des comptes rendus de réunions, Très voilà, bien. quoi, un travail normal en fait de Oui, secrétaire. oui, oui. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ce travail d'assistanat? Donc, j'imagine que vous me parliez tout à l'heure de secrétariat. Bon, ben, le secrétariat habituel, l'utilisation de l'outil informatique, etc. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment vous vous organisiez lorsque vous assistiez je vois que sur votre CV, vous avez assisté à un responsable de service. Donc, comment ça se passait? Quels étaient les outils que vous utilisiez? Les outils classiques. Vous voulez dire quoi? Que j'avais des Bien. aménagements Non, particuliers? non, pas du tout, pas du tout, pas du Vous tout. voulez Non, dire non, en fait, je vois non, pas non, trop. j'étais plus, si vous voulez, j'étais plus sur les outils techniques que vous avez pu utiliser. Je vois que Ah, vous avez assisté donc un chef de service. Donc, j'étais plus, si vous voulez, sur quels Word, outils vous utilisiez pour pouvoir l'assister, organiser son planning, etc. Puisque nous avons nous-mêmes des outils, ça me permet de comparer un petit peu. d'accord, Word, Excel, des choses comme ça, quoi. Oui, 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 oui. Et puis les outils qui sont en lien avec l'organisation des plannings, puisque vous avez fait de l'assistanat, vous avez bossé avec les équipes, vous avez travaillé avec quel type d'outils? Là, on faisait des plannings de Gantt, donc Mhm. je sais pas trop le logiciel, mais voilà, quoi. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qui vous Enfin, a... moi, je tiens à vous dire que j'ai toujours fait mon boulot comme n'importe qui, voilà, que ce soit clair. Oui, oui, oui. Est-ce que... alors, je vois que vous semblez avoir une difficulté au niveau de votre main gauche. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes en train de me dire que vous avez toujours fait votre travail comme Bah oui, les autres? bah Mhm, oui, que ce soit mhm. clair, quoi. Autour Oui, du oui. pot, j'ai toujours bossé comme tout le monde et Mhm. j'ai jamais rien demandé, j'ai toujours fait ce qu'il fallait, Ok. j'ai jamais, voilà. Ok, ben écoutez, c'est très bien. Alors sachez-le, nous au niveau de notre entreprise, nous sommes une entreprise qui est très très ouverte à tout ce qui est diversité, inclusion, handicap. Donc, ben, pour moi, ça ne pose pas du tout de difficultés. Je ne sais pas si dans vos anciens boulots, vous aviez bénéficié de supports particuliers, peut-être. Qui pouvaient être aidants pour vous pour réaliser vos tâches. Je ne sais pas. En tout cas, sachez que nous, on est ouvert là-dessus. Hein, c'est à vous de nous dire. J'ai jamais voulu, madame. D'accord. Je me suis fait un point d'honneur à jamais rien demander. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Je le respecte. Bravo! Bravo, Sophie! Bon, alors Sophie, comment t'es-tu sentie dans le recrutement de ton assistante de direction? Bon, alors, écoute, ben, j'étais plutôt à l'aise et du coup, j'étais plutôt dans le truc inverse de me dire, bon, il faut que je pense à lui parler de sa main parce que j'étais complètement partie dans l'histoire des compétences, voilà, donc j'ai eu l'impression que c'était un peu Violette qui me ramenait là-dessus d'ailleurs parce que voilà, j'étais complètement là-dedans, hein, dans l'histoire des compétences, dans le fait de savoir quels outils elle utilisait. Alors peut-être aussi parce que je me disais, ben, en fonction des outils qu'elle va me donner, ça me permet peut-être d'anticiper s'il y avait besoin d'aménagement éventuel. Mais
Non, j'étais plutôt bien centrée sur les compétences et bon, c'était bien que Violette me ramène un petit peu aussi là-dessus, hein. Voilà. Et donc, Violette, toi, comment tu l'as ressenti cet entretien? Alors, bon, Sophie était dans la bienveillance totale et j'aimais bien son côté. Tu sais que tu peux changer de job et devenir psychanalyste, hein, peut-être. Il y avait quelque chose comme ça. Non, mais ça, c'était le fait de vouloir me témoigner de l'écoute alors que je n'ai pas le non-verbal pour l'avoir hoché la tête. Donc, j'avais ça. Ce qui m'a intéressée dans mon personnage, c'est que j'ai senti monter en moi une espèce d'ambiguïté entre le fait d'être irritée qu'on me parle de mon handicap et le fait d'être dans le paradoxe de ne pas comprendre pourquoi on ne m'en parlait pas. Et je me suis retrouvée dans cette situation paradoxale où j'avais envie qu'on traite ce point pour passer à autre chose, mais que j'étais déstabilisée qu'on ne le traite pas. Tu vois, enfin, j'étais dans ce double discours. Et je pense qu'à certains moments, les personnes porteuses de handicap peuvent le ressentir aussi. Donc j'ai éprouvé le besoin, effectivement, de pratiquement provoquer Sophie pour l'emmener sur ce terrain-là, ne serait-ce que pour l'évacuer et bien lui signifier que moi, je ne voulais pas d'aménagement. Mais j'avais besoin de l'emmener à ça, en tout cas. Oui, et ça, tu l'as très bien dit parce qu'on a senti ça. Moi, dans le débrief, ce que je peux dire, c'est que l'entretien se passe d'une façon très professionnelle, c'est-à-dire que tu vérifies les compétences de ta candidate. Donc, dans ta posture de recrutement, Sophie, parfait, tu vérifies l'expérience, tu vérifies, tu demandes du concret, tu vas jusqu'à demander donc les outils utilisés. Alors, c'est marrant parce que les outils, elle te dit aménagement, donc elle anticipe en se disant, elle va penser, vous voyez, le préjugé aussi, les idées reçues d'une personne en situation de handicap, c'est qu'elle va se dire, ah, elle me demande des outils pour m'aider à travailler. Non, les outils informatiques, c'était très intéressant de voir que en situation de handicap aussi, on anticipe et on se dit, bon, la DRH, elle me demande des outils pour aménager mon poste. Pas du tout, c'est les outils informatiques dans ce poste. Et toi, tu as tenu, non, les outils, très bien, l'organisation des plannings, etc. Et donc, c'est vrai que quand tu as… c'était très intéressant de voir que Violette t'a dit à la fin, mais moi, de toute façon, j'ai toujours bien fait mon travail, j'ai toujours… je ne sais plus exactement la phrase, mais ça voulait dire que dans les lignes, même avec mon handicap, j'ai toujours bien fait mon boulot. Et c'est là que tu as saisi la perche pour dire, oui, alors donc je vois que vous avez une difficulté. Alors, tu n'as pas dit le handicap, oui. Tu as dit, je vois que vous avez une difficulté à la main gauche. Et là, tu as Violette qui s'est sentie enfin soulagée parce qu'elle s'est dit, ça y est, elle a vu, mais elle a eu le temps de donner toutes ses compétences. Elle l'a vu, elle est soulagée. Et c'était très bien parce que derrière, en fait, elle te dit que, OK, tu peux aménager, mais elle ne veut pas d'aménagement. D'accord? Donc, elle est très cash là-dessus. Oui. Et du coup, ça clôt finalement, ça clôt le débat parce que tout l'entretien… Bon, là, bien sûr, on l'a fait d'une manière, je suis obligée de vous couper, mais tout l'entretien de recrutement, la majeure partie de l'entretien doit être sur les compétences. Et puis après, si la situation de handicap est évoquée, ça doit faire partie finalement de la logistique quelque part. Oui, c'est de l'environnement. Voilà, la logistique, l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? On aménage, on n'aménage pas. Et là, c'était très, très… et on l'a senti vraiment, cette ambivalence chez Violette qui dit… D'un autre côté, qui se sent dans un entretien sur ses compétences, et puis en même temps qui se dit, bon, il faut quand même que la question arrive parce qu'elle va arriver un jour ou l'autre. Voilà, donc c'est ça qui était intéressant, que j'ai trouvé vraiment… et vous voyez, ça crée le fait de passer comme ça en théâtre forum, c'est bien plus riche que de faire un débat, parce qu'il se joue des choses qui sont de l'ordre de votre interaction, qui ne se serait jamais joué si toi, Sophie, tu ne t'étais pas retrouvée en situation avec Valérie. Et moi, je n'aurais pas imaginé cette ambiguïté.
Je Voilà. n'aurais pas imaginé que je pouvais à la fois avoir envie qu'on en parle pour gommer l'histoire et puis surtout pas envie qu'on en parle. Enfin, j'étais dans cette dualité et si j'avais pas vécu le personnage, c'est ça, hein, quand on est personnage, c'est sorti comme ça parce que c'est ce que ça m'a emmené. Alors qu'avec avec Muriel, avec Garance, j'étais dans l'agressivité. Avec Nathalie, j'étais dans l'agressivité, mais par rapport à la vie et pas par rapport à Nathalie qui était très bienveillante. Et avec Sophie, j'étais dans l'ambiguïté, mais pourquoi elle ne m'en parle pas? Tout ça, c'est le même personnage, mais qui interagit d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qu'on va lui emmener en face. Alors, deuxième scénette, il s'agit du recrutement d'un agent d'accueil. Recrutement qui se fait à distance. L'agent d'accueil recruté est malentendant. Voilà, et la DRH de l'entreprise recrute cette agent d'accueil malentendante et elle sait que la personne a un handicap parce que c'est écrit sur son CV. On est parti et du coup, là, c'est moi qu'il faudra remplacer et vous vous retrouverez face à cette DRH. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Oui. C'est moi qui joue la DRH et c'est Garance qu'il faudra remplacer. Bonjour, je vous reçois aujourd'hui à distance. Bon, j'aurais préféré vous voir en direct, mais bon, c'est comme ça avec ce Covid. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, pas de problème pour moi. Bon, bah, tant mieux. Comme vous l'avez vu dans l'annonce, nous cherchons un agent d'accueil. Excusez-moi, ça a coupé. J'ai pas bien entendu. J'ai pas du tout l'habitude des entretiens à distance. Ah oui, vous n'êtes pas à l'aise, c'est sûr, c'est normal. Il faut que je parle plus fort peut-être. Bon, je vois qu'en informatique, vous n'utilisez que Word, pas d'autres logiciels? Oh non, je vous entends maintenant, c'est bon. Non, je connais bien Word, mais non, mais je peux me former, oui. Oui, c'est sûr, mais enfin, c'est pas facile de se former Enfin, c'est pas facile de se former, quoi. Ben non. On a pas mal de passages de clients qui peuvent quelquefois être difficiles à gérer. Donc ça, c'est un problème. Je vous dis franchement, hein, je me demande si vous aurez la bonne résistance au stress. En plus, je ne voudrais pas que vous soyez mise à mal par notre public. Bah, c'est vrai que je suis malentendante, mais quand même volontaire. Oui, c'est vraiment très stressant. Je ne veux pas prendre de risques, ni pour vous, ni pour moi, vous voyez. Non, j'entends. Vous avez de l'humour, ça c'est bien. Quand on a un petit handicap, ça permet de tenir le coup, quoi. Bon, je demande beaucoup de tâches dans ce poste, comme alors des préparations de dossiers, du classement en plus de l'accueil. Les délais sont courts, la charge de travail est assez importante, il faut donc être très rapide. Non, mais je suis rapide, je suis rapide. Mais ce n'est pas trop dur pour vous? En plus de l'accueil, avec le masque, le stress, ça ne risque pas de vous causer des maux de tête? Si, enfin, non, pas plus. Il faut faire attention, hein, parce que vous avez sans doute une santé fragile, surtout qu'en plus vous êtes senior, donc en cette période. Il faut que je me renseigne aussi sur l'aménagement au poste de travail pour un amplificateur. Ah oui, bien sûr. Là, il faudra aménager le poste. Ouais. Mais pour moi, c'est une première, donc il faut que je vois tout ça avant parce que c'est pas. Non, je comprends. Ouais. Et aussi un autre obstacle de taille dont je voulais vous parler. Vous allez devoir travailler à côté d'une autre personne qui fait l'accueil téléphonique et physique d'un service mais différent du vôtre. Est-ce que vous arrivez à travailler facilement en équipe? Bah, ce sera une première pour moi, mais c'est plus sympathique aussi. Ah, vous êtes optimiste, oui, ça c'est bien. Avec les difficultés que vous avez dû rencontrer, je pense que c'est une qualité que vous avez dû développer. Enfin bon, la personne en question a toujours travaillé seule, elle aussi. Franchement, j'ai peur que ça coince, quoi. Bah pourquoi? Enfin, je vois pas. Elle n'est pas très tolérante, elle est un peu rigide en fait. Ah d'accord. Ouais, elle est très, très individualiste, pas très à l'écoute des autres. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bah écoutez, embaucher une malentendante à l'écoute alors. Fin de la scénette. Fin de la scénette. Alors, qui vient me rencontrer? Qui vient prendre la place
de Violette qui me recrute et qui donc, elle, contrairement à tout à l'heure, sait qu'elle recrute une personne malentendante à ce poste. Alors, ce que nous appelons cette scénette, c'est que là encore, on a une DRH qui projette ses croyances sur la candidate. Quand on voit la scénette, on parle de problèmes techniques parce qu'elle n'entend pas, parce que la communication est mauvaise, et puis on le subit tous avec Zoom, Teams et leurs copains. Hop, elle ramène ça immédiatement à la surdité. On est bien sur le stéréotype. Le stéréotype nous permettant de réfléchir très vite. On a une pensée rapide et une pensée plus lente et plus structurée. La pensée rapide, c'est d'aller à l'essentiel très rapidement. Et ça, c'est des stéréotypes qui rentrent dans cette pensée-là, qui nous est pourtant utile. Mais là, problème technique, ah oui, c'est vrai qu'elle est sourde. Résistance au stress, ça ne va pas être possible, elle est sourde. Quel rapport entre le fait d'être malentendante et le fait de résister au stress? Est-ce qu'elle sera assez rapide? Là aussi, aucun rapport. Et dans la tête de cette DRH, tout ça est parfaitement logique. On est aussi sur les stéréotypes. Les personnes atteintes de handicap se forment moins. Pas de raison qu'elles se forment moins. Et puis, il y a la maladresse, hein, elle ne sait pas comment se comporter, elle a un humour qui est très, très limite, qui est à la limite de l'insulte, hein, soyons clairs, elle n'est pas respectueuse, elle ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, elle a également des angoisses par rapport à l'aménagement du poste. En fait, elle projette sur la personne en recrutement ses propres angoisses, à savoir que ça va être très compliqué d'aménager un poste, que ça va coûter cher, etc., etc., etc. Et je subodore que mon personnage, en plus, rationalise son comportement irrationnel. C'est-à-dire que derrière tout ça, elle se cache en disant « mais moi, je ne veux pas mettre cette personne en danger psychologique ou physique. Je rationalise ma manière d'être en disant que je suis là pour la protéger et ne pas la mettre en danger. » Voilà comment est construit mon personnage. Alors, après, il y a peut-être une réalité. Peut-être qu'il faut faire attention et ne pas mettre cette personne en danger. Cette personne également, vous l'avez peut-être ressenti, n'est pas sûre d'elle. Mais là encore, en tant que DRH, il ne faut pas que je confonde des items de mal-être et de stress par rapport à l'interaction, par rapport au fait de se faire recruter. Et là, il y a plein d'items qui peuvent ressortir, qui sont des items dus au stress du recrutement, et que je transpose ça sur le handicap. Et mon personnage, on fait rapidement le raccourci. Donc, je recherche non pas une personne pour l'accueil, moi je recherche quelqu'un pour me remplacer, qui ait une meilleure capacité pour distinguer la réelle capacité de cette personne en recrutement et exclure tout ce qui est dû au mal-être et au stress et au manque de confiance en soi. Voilà, voilà. À la régie, Anthony. Ça me plaît, ça. Anthony va être à la régie maintenant. De notre théâtre. La régie, ça rime en plus. De notre théâtre à la régie, Anthony, je suis là. Donc, pour venir rencontrer Garance, j'ai besoin de quelqu'un. Alors, je vous le répète, hein, même si vous n'êtes pas DRH, même si vous n'êtes pas en charge de recruter, vous aurez peut-être dans votre vie professionnelle un jour une situation où il faudra recruter une personne en situation de handicap qui vous envoie un CV qui correspond et également voir comment vous allez réagir à cette situation. C'est donc un entretien à distance, hein, bien évidemment, puisque aujourd'hui nous nous adaptons, nous sommes agiles, et donc vous recrutez à distance Garance. J'ai une personne qui vient de lever la main. Ah, c'est Coélia Barbier. Eh bien, nous l'accueillons, Coélia. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais! Merci beaucoup, Chloé. Ça marche. Ça marche. Toujours croire en la technique. Ah, une petite hola pour notre régisseur. Merci, Anthony. Alors, Chloélia, vous allez vous retrouver face à Garance. Garance qui a des problèmes d'affirmation et de confiance en elle et
on va faire en sorte que vous lui donniez confiance pour intégrer votre entreprise, ou alors que vous jugiez qu'elle n'est pas apte à intégrer l'entreprise et que ce soit en fonction de ses compétences et pas par rapport à son handicap de perte d'audition, enfin, qui peut être contré facilement par un appareillage qu'elle a d'ailleurs. Qu'est-ce que vous D'accord. faites dans la vie? Je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Et donc, vous allez recruter votre agent d'accueil dans votre structure. Vous êtes dans quelle D'accord. structure? Je suis dans un CESAD. Voilà, ben, vous êtes dans un CESAD, vous avez besoin d'un agent d'accueil au CESAD et vous avez une personne en situation de handicap malentendante qui se présente. OK? Oui. Ça vous va? Ça vous est Oui, déjà arrivé de recruter quelqu'un? Pas du tout. Et ben voilà, donc c'est votre C'est une début. première. Voilà, le début d'une longue série de recrutements, vous verrez. Il n'y a pas de hasard. Allez, j'éteins ma caméra et je vous laisse faire la scénette. Go! Bien, bonjour. Je me présente. Du coup, je suis éducatrice au CESAD. Je me présente comme si j'ai votre CV entre mes mains. Oui. Je vais vous laisser parler, si vous voulez, de vos compétences, du poste qui est à pourvoir. Oui, merci. Ben, oui, j'ai vraiment envie d'être agent d'accueil. Voilà, surtout dans un CESAD, ça m'intéresse. Voilà, je voudrais en savoir aussi un petit peu plus sur le poste. Alors, le poste, ce serait… Alors, vous seriez toute seule au départ à Excusez-moi, l'accueil. j'ai pas bien entendu, pardon. J'ai Est-ce pas que vous bien voulez entendu. Est-ce que vous voulez que je me mette face à vous ou parler un peu plus fort? Voilà, face à moi, parce que c'est par rapport… Voilà, parce que j'ai pas beaucoup l'habitude des entretiens à distance, je suis D'accord. désolée. Vous inquiétez pas, détendez-vous, il n'y a pas de stress, on est juste là pour échanger par rapport à vos compétences, m'expliquer un petit peu ce que vous avez peut-être fait avant. Moi, je vais vous expliquer pour vous rassurer un petit peu ce qu'on attend un petit peu de vous. Donc, c'est être à l'accueil. Vous aurez des entrées d'enfants. Dans cette période particulière, il faut absolument leur prendre la température, écrire l'heure d'arrivée et leur faire se désinfecter les mains. Ensuite, on va vous demander de classer certains dossiers, mais c'est à vous aussi de me dire, voilà, enfin, peut-être ce que vous avez fait avant, ce qui vous intéresse dans le poste. Bah, avant, en fait, j'étais agent d'accueil. J'ai une petite expérience dans une mutuelle. Je faisais beaucoup de classements. Par contre, j'utilise que le traitement de texte. Je sais utiliser que ça. D'accord. Est-ce que Mais je peux me vous… former, hein. Je peux me former, hein. Je peux me former. Oui, vous inquiétez pas. Après, c'est une proposition qu'on peut vous faire aussi. Si par rapport au travail, au poste qu'on vous propose, on peut vous proposer aussi une formation. Après, c'est à vous de nous dire si c'est nécessaire pour vous, si vous en avez besoin et si ça peut vous aider dans le poste dans lequel vous travaillerez. Oui, je suis très volontaire. Mhm. Je préfère l'accueil que l'informatique, hein. Je préfère rencontrer les gens. J'aime bien D'accord. rencontrer les gens. Ouais, j'aime bien Là, ça. vous allez en rencontrer. Surtout s'il y a des enfants, les Oui. parents, j'imagine, qui des fois doivent être un petit peu tristes par rapport à leur enfant, je pense. Oh, après, on peut être triste aussi, nous aussi. Enfin, après, ça, c'est des émotions. Oui, ça peut arriver. Mais après, c'est bien d'en parler si vous avez des difficultés, soit avec certains enfants, soit avec certains parents, et de ne pas rester seul par rapport à ces émotions-là. On Ouais, je est suis une très équipe. sensible. Je suis très, très sensible. Et c'est pour ça que je veux travailler dans le social. Parce Mhm. que, voilà, je voudrais apporter quelque chose aux gens en étant à l'accueil, vous voyez. D'accord. Et je suis très, très Bien, sensible. Je pleure facilement, c'est vrai. d'accord. Euh,
Après, est-ce que vous avez besoin de plus de temps de pause si vous avez une sensibilité extrême, parce qu'on a quand même des situations parfois qui peuvent être complexes. Après, il ne faut pas hésiter, vous aussi, à nous interpeller, collègues ou équipe, pour voilà, échanger avec nous, discuter et ne pas rester sur vos émotions. Non, ça va, ça va. Des fois, j'ai des petits maux de tête parce que voilà, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de monde qui rentre en même temps à l'accueil, je peux avoir un peu des acouphènes. Mais je suis appareillée, ça va. C'est vrai que c'est plus pratique pour moi quand je reçois les personnes les unes après les autres. Enfin, s'il y a beaucoup de monde au même moment, c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut organiser, par exemple. Non, faites pas les… Enfin, moi, je veux travailler mais comme tout parce le que monde. c'est vrai que nous aussi, il peut y avoir beaucoup d'enfants et beaucoup de monde d'un coup, et ça peut être embêtant. Mais c'est bien aussi qu'ils aient des rendez-vous et un cadre et qu'ils ne soient pas tous agglutinés au bureau à vous demander beaucoup d'informations. Voilà. Bravo! Aïe, aïe, aïe. Alors, je vois l'heure qui tourne. Chloélia, comment vous êtes sentie face à Garance? C'est compliqué de faire un entretien, de garder, même si sur le CV, le handicap est dit, mais rechercher plus, à échanger avec la personne et à essayer de… Bah voilà, elle se voyait très timide, très émotive, de lui rendre confiance et puis qu'elle s'exprime juste sur ses compétences par rapport au poste auquel elle veut pourvoir. Oui, Donc les ça. questions… Il y a un moment complexe où on dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bah en fait, j'attendais plus que ce soit elle qui en parle et qui l'aborde pour voir s'il y avait besoin d'un aménagement de poste par rapport à son handicap, si elle voulait en parler ou pas, tout simplement. Après, l'entretien, c'était vraiment pour… moi, j'attendais qu'elle me dise ses compétences, les besoins qu'elle avait ou qu'elle recherchait et de la mettre plus à l'aise que… Parce que c'est jamais facile d'un côté ou de l'autre, les entretiens. Garance, comment tu t'es sentie face à Chloélia? Alors moi, j'ai quelqu'un de très, très bienveillant en face de moi qui veut vraiment me proposer des aménagements tout au long de l'entretien et qui veut m'accompagner sur ce recrutement. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à lui dire, je me mets pas en valeur, hein. Je dis pas tout ce que j'ai fait, je dis surtout ce que je ne fais pas, c'est-à-dire que je fais que du Word et je fais pas autre chose. Voilà, donc c'est une candidate qui se met pas en valeur. C'est vrai que il faut faire attention. Quand vous recrutez une personne en situation de handicap, et quand vous savez, quand vous connaissez le handicap, en fait, attention à ne pas tomber dans l'effet inverse, c'est de dire, bon, comme j'ai envie de recruter une personne en situation de handicap, je vais lui donner vraiment tout, je vais lui tendre la perche pendant tout l'entretien pour qu'elle me dise des trucs positifs sur elle, pour l'apprendre elle, parce que je veux recruter une personne en situation de handicap, parce que j'ai envie dans ma politique d'entretien ou parce que j'ai envie… par rapport à la législation, d'avoir une personne en situation de handicap dans mon association. C'est pas ça qui doit déterminer votre choix. Voyez, là, vous étiez dans l'aide et dans l'accompagnement. Ouais. En psychosocial, on appelle ça un biais de confirmation d'hypothèse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense que quelqu'un est sympa, tout ce qu'il fait, on trouve ça bien. Quand on pense que quelqu'un est insupportable, la moindre chose confirme notre hypothèse qu'il est insupportable. Et bien là, on avait tellement envie de recruter et d'aider cette personne qu'on était prête à tout, y compris à passer par-dessus certaines difficultés émotionnelles, parce qu'elle vous parle beaucoup du fait qu'elle pleure, du fait qu'elle est hypersensible, etc. Ouais.
Certes, pour nous, l'empathie, c'est marcher dans les chaussures de l'autre, mais sans en prendre les ampoules, hein. Et là, on n'est pas sûr que Garance, atteinte de surdité, peut-être, mais ça, c'est pas gênant, hein. Par contre, qu'elle pleure face à toutes les situations, ça interroge plus. Et effectivement, on avait ça. J'ai vu aussi, j'ai entendu plutôt, beaucoup de sourires dans la voix de Chloélia. Et en fait, le sourire s'entend. Si je vous parle comme ça, si je vous parle comme ça, et ben, le sourire s'entend. Et ben, même sans l'image, je sais que Chloélia a souri au moins à 3 reprises en parlant. Elle était très rassurante et au niveau paraverbal, au niveau de la voix, elle était vraiment extrêmement rassurante. Juste, vous avez mis beaucoup de petits peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et quand on met du petit partout, en général, c'est pour amoindrir le propos et pour faire passer un peu la pilule. Et en fait, face à cette personne qui n'était pas sûre d'elle, votre stratégie de communication, c'était d'avancer à petits pas. Mais pour autant, il faut au contraire l'entraîner et voir si elle convient ou ne convient pas au poste. En tout cas, vous êtes extrêmement rassurante, extrêmement souriante. On n'a pas votre visage en face, mais on était sûr qu'il était solaire.